Le segment de la critique en direct est consacré ce soir au premier documentaire de notre invité Mounir Kadouri, Après moi le déluge. Mounir, un documentaire de 30 minutes produit par l'ONF et déposé sur YouTube jeudi dernier. Ça se passe, hein, YouTube. Oui. C'est une plateforme américaine qui appartient à Google, je tiens à le rappeler. Au passage, on va y revenir. Le sujet de votre documentaire, c'est une obsession, Mounir, qui est la vôtre depuis déjà de nombreuses années. Les médias traditionnels, les jeunes qui délaissent les médias traditionnels, les plus vieux qui accusent les jeunes de ne pas s'intéresser à la culture québécoise, la productrice de télévision, comédienne et réalisatrice Sophie Lorrain et le journaliste Nicolas Tutley ont vu votre documentaire. Ils vont en faire la critique en direct. Je l'ai vu aussi. Vanessa Destinée l'a vu aussi. Alors, Mounir, vous avez des choses en commun avec Vanessa Destinée. Ah oui? Oui. Ah bon? Oui. Vous êtes né dans les années 90. Ouais. Oui. Le 28 mai 1997 à Laval. Ça fait rire et bête de registre. Oui. De parents qui ont immigré au Québec. Oui, exactement. Ils sont venus du Maroc. Ouais. La télévision, pour vous, c'était très important dans votre enfance. Pourquoi? Ben, je pense que, justement, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes une obsession. Je pense que c'est juste... J'ai tout le temps été dans un regard d'analyse médiatique sans m'en rendre compte, même très jeune. Mon émission préférée à la télé, C'est juste la TV. J'écoutais même pas les programmes qui discutaient, mais j'aimais entendre des gens analyser l'écosystème médiatique. Oui. Puis je pense que ça s'est vu aussi dans les vidéos que j'ai décidé de produire aussi sur YouTube, qui ont vraiment comme un regard de moi qui analyse différents passages, à tout le monde en parle, ou différents phénomènes médiatique. T'sais. C'est comme ça qu'on vous a connu, hein? Depuis 2019. Vous vous faites remarquer sur le web, sur YouTube, grâce au personnage de maire de Laval. Vous vous intéressez à la politique. Vous aussi, vous vous intéressez à la culture populaire. Donc, un autre lien avec Vanessa. Aux personnalités publiques du Québec. Vous avez interviewé, entre autres, Jean-François Lépine, Paul Saint-Pierre Plamondon, Éric Duhem, Alicia Moffett, Jay Dutemps, Hubert Lenoir, Chahine. On travaille avec vous à Tout peut arriver depuis septembre 2022. Wow! Ouais. Mounir, comment vous avez réagi quand les médias traditionnels dont on fait partie ont commencé à s'intéresser à vous? Ben, je trouvais ça drôle parce que moi, j'étais dans ma tête de moi de 21 ans qui commençait ma chaîne YouTube. J'étais comme, ils sont où? Pourquoi que personne remarque qu'est-ce que je fais sur YouTube? J'essaie quelque chose. Puis j'aurais tendance à croire que, comme, mettons, commencer à chroniquer ici ou d'autres opportunités sont arrivées peut-être à la partie la moins intéressante de ma vélocité algorithmique dans ce que je produisais plus autant de vidéos que quand j'avais 21, 22, 23 ans. Fait qu'il y avait quand même ce regard où est-ce que j'étais comme ah ouais, le moment où est-ce que comme j'avais vraiment ma grosse chaîne YouTube que je produisais des vidéos chaque semaine. Là, par exemple, qu'on me contactait pas, peut-être ça a été bénéfique parce que j'étais peut-être pas prêt à m'exprimer dans de tels endroits. Mais non, j'étais content. Je pense que moi, je vois quand même les médias ou peut-être les institutions avec un regard un peu plus en décalage. C'est pour moi, même l'entrevue qu'on enregistre en ce moment, elle se fait déposer dans une espèce d'univers médiatique qui est tout le monde est au même pied d'égalité. Il n'y a pas vraiment... je vois pas de différence entre les plateformes. On existe dans un univers médiatique de flux algorithmique. Il n'y a pas vraiment de distinction. On produit des médias, on produit des images qui bougent, puis les gens les consomment de façon tous différentes les unes des autres. Fait que rendu à ce stade-ci en 2026, comme chroniquer ici ou à Café Snake ou sur ma chaîne YouTube, c'est juste envoyer des affaires dans l'univers. Oui. C'est comme ça que je le vois maintenant. Oui, il n'y a plus non plus de hiérarchisation de l'importance des contenus. Ça, c'est peut-être un effet négatif. De l'importance. Il y a des choses insignifiantes qui prennent beaucoup de place, puis il y a des choses très importantes qui sont reléguées. Partout, bien sûr, mais c'est un effet. C'est un effet de tout avoir dans le téléphone, peut-être. On pourrait en parler longtemps. Vous avez raconté, puis vous le racontez dans votre documentaire, vous avez dû vous en rendre compte, Sophie, Nicolas et Vanessa. Là, dans le documentaire, vous dites 12-13 ans à peu près, là, que vous avez une phase où vous avez abandonné totalement la télévision québécoise. Je vous cite, « Je me suis louisianisée ». J'ai jamais dit ça. Vous n'avez pas dit ça? J'emploie jamais j'emploie pas les mots de François Legault, non. Pourquoi on vous cite ayant dit ça, alors? C'est une erreur journalistique? Je pense bien, mais c'est correct. Les mauvais journalistes, je vais le dire à l'Ombudsman, mais non, pour vrai, en fait, c'est vraiment arrivé, tu sais. Lâchez-moi l'Ombudsman, s'il vous plaît. Ouais. Bon, mais c'est ça, c'est que j'ai eu un iPod Touch. Sur l'iPod Touch, au tournant des années 2010, il y avait YouTube de préinstaller, puis directement, il y avait comme la déferlante de contenu américain qui est arrivé. Moi, j'étais fasciné justement par l'analyse médiatique.
Fait que j'ai tout de suite gravité vers des Américains qui faisaient des revues de cinéma, tu sais. Puis tout cet univers de comme comic book, c'était l'avènement aussi de Disney qui achète Marvel, donc toutes les productions de l'univers cinématique de Marvel dans mon adolescence, ça prenait comme beaucoup de place dans mon imaginaire comparé à que peut-être qu'est-ce qu'une grenade avec ça où il était une fois dans le trouble avait pris comme mettons de 6 à 11 ans, tu sais. Fait que c'était comme il y a comme vraiment eu un retournement, je suis tombé dans l'américanisation disons, puis ça a amené à quand je suis arrivé justement vers 16, 17, 18 ans, ben vers quoi j'ai évolué comme contenu, ça a été la culture afro-américaine. J'ai commencé à vraiment écouter du rap, des podcasts qui parlent de rap, des émissions de radio qui parlent de... Fait que c'était tout... J'existais dans un imaginaire culturel américain à cet âge-là, là, comme à 17, 18, 19 ans. Puis en délaissant totalement l'univers québécois que vous aviez tant chéri. Je suivais la politique, mais pas la culture. Je suivais pas Ça vous intéressait plus? Non, pas vraiment. Pourquoi? C'est sûr que je pense Pourquoi pensez-vous? Ben parce que c'était juste tellement nouveau d'avoir cet univers numérique où est-ce que tous les codes sont en train de se créer. Moi j'avais tout le temps... Je voyais ces YouTubers qui avaient passé d'avoir des petites chaînes YouTube à construire des compagnies médiatiques aux États-Unis, à produire des choses qu'eux-mêmes voulaient faire, qui rejoignent... Fait que j'ai vu à travers ça comme des gens vraiment... choisir un métier qui était comme YouTube, puis ça s'est tellement professionnalisé dans les années 2010 qu'à la fin de cette décennie-là, ces gens-là avaient des immenses audiences, des immenses moyens de production. J'étais dans ce récit-là. T'sais, j'ai vu toute cette classe de créateurs partout dans le monde, au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, se professionnaliser à travers cette plateforme qui émergeait. C'est ça qui a fait que j'ai parti ma chaîne YouTube. Moi, je me voyais comme un YouTuber. Je me voyais pas comme je veux aller à la télé, fait que je vais me partir une chaîne YouTube. Non, moi, je voulais être un YouTuber. Puis j'aspire encore à être un YouTuber. C'est pour ça que cette chaîne, ce documentaire est sur YouTube. Ça fait partie de l'affaire. Oui, c'est produit par l'ONF quand même. Parlons-en de ce documentaire, Après moi, le déluge. Ça s'inspire d'un chiffre accablant qui est fourni par le rapport commandé par Mathieu Lacombe, d'ailleurs, le rapport déposé en septembre dernier, le rapport de Philippe Lamar. Il est toujours là. Il plane sur la deuxième heure. C'est votre patron. Oui, et Monique Simard. On apprend, entre autres, que selon ce rapport-là, les jeunes de 12 à 24 ans, pour eux, les écrans sont largement dominés par Netflix, YouTube, les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Patatras, on tombe en bas de notre chaise. Ce qui amplifie, bien sûr, le déficit majeur de visibilité des contenus nationaux québécois. On écoute un extrait de votre documentaire. Quand on vous blâme pour la crise des médias, pour dire les médias vont faire faillite à cause des jeunes, comment vous vous sentez? Ça gosse. Ouais. Et on dirait qu'ils ont peur de prendre des risques. À l'ère du numérique, on entend plein de chiffres. Qu'on soit content ou pas, le rapport de force est en train de changer. Si on veut réussir à faire société, il faut quand même que parfois on crée des événements rassembleurs. Quand tu es dans l'histoire, tu réalises pas qu'il y a une histoire à raconter, tu fais juste la faire. J'ai déjà entendu quelqu'un dire « Est-ce qu'on veut vraiment aller les chercher? » Et là, je pense qu'on a un clip for the books direct dans les archives de l'ONF. C'est un extrait de la bande-annonce, d'après moi, le déluge. C'est très bon, d'ailleurs, cette bande-annonce. Sophie Lorrain, bon, vous avez dû vous sentir directement concernée parce que vous êtes une productrice de télévision, médias traditionnels. Depuis quoi, une vingtaine d'années au moins, Sophie? Minimum, presque une trentaine d'années. Vous travaillez comme comédienne, comme réalisatrice depuis des décennies. Aussi, vous regardez le documentaire de Mounir où on voit des jeunes. Vous allez au cégep Montmorency, votre alma mater. Le mien moi, je suis allé à Lionel Gros, moi. Moi, je suis allée à Montmorency, moi. Oui, l'école publique, all the way. Et ils ont, 17 ans, 18 ans, puis ils connaissent rien là, mais ça fait longtemps, de la production. Oui, mais évidemment. ça fait longtemps, ce phénomène-là. Là. Il y a rien au moins 15 ans, 10 ans, 15 ans? Au moins, parce que je me souviens d'avoir été, j'en parlais un petit peu en coulisses tout à l'heure, mais je me souviens d'avoir été avec un producteur avec qui je travaillais, puis il y avait des jeunes autour de la table, on était après manger, puis on se préparait pour faire un film, puis on avait demandé à l'époque, je pense que ça fait au moins 15 ans, si c'est pas plus. Est-ce que mon partenaire Alexis Durand-Brault est numéro 1 pour ça? Est-ce que vous connaissez Michel Côté? Est-ce que vous connaissez, il nommait là, les gens les plus connus au Québec, les uns après les autres, personne ne savait de qui on parlait, puis c'était ce groupe d'âge-là en particulier. Donc, ça fait assez longtemps. Puis même aujourd'hui, j'ai des assistants caméra qui viennent sur les plateaux, puis ils savent pas qui est le réalisateur, je sais pas moi, du Parrain, aussi gros que ça. Ils savent pas qui est Gérard Depardieu, qui est Isabelle Adjani. Dans le cas de Gérard, il rate pas grand-chose. Non, mais on peut bien discuter de ça en parallèle, mais le fait est que c'est quand même des gens percutants dans un milieu où ces jeunes-là veulent travailler, puis ils n'ont pas de référence. Alors, c'est assez impressionnant. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'un jeune comme toi, comme vous, arrivez avec un documentaire comme ça, avec l'autre point de vue, qui est le point de vue de la jeunesse. Puis il est important parce que c'est cette génération-là qu'on a laissé aller
hein, Nicolas, Ouais, qu'on a oublié que les directeurs ont oublié sur les tablettes et dont ils ne se sont pas occupés. Et c'est cette relève-là dont on avait tant besoin. C'est-à-dire qu'entre dans une galaxie de près de chez vous, qui a été peut-être la dernière époque où on a capté, c'est VRAC TV. Là. Il y a un peu Après plus ça, il y a loin, un Galaxy fossé. Chez vous, c'est comme la fin des années 90, début 2000. Il y a eu toute l'époque, Une grenade avec ça, il était une fois dans le troupe, justement, ces productions du début des années 2000. Code F aussi. Ouais, puis c'est ça, il y a eu vrai. la fin Toutes des les années humoristes, 2000, donc il y a eu Code F, il y a eu Subito Texto, Le Chalet. Mais c'est VRAC ça, TV, c'est tout vraiment. ça, là. Il y a Télé-Québec aussi, Télé-Québec, Tactique, qu'il y a eu. Puis les parents aussi qui ont joué. Fait que Mais ça s'étiolait déjà bien avant ça. Parce c'est que la fin. moi, quand j'ai fait La Galère, là, c'était déjà en train de s'étioler sérieusement. Là, on Je parle me de suis- 2007, 2008. 2006, oui, 2007, 2008. Je me souviens d'avoir dit sur le plateau de Tout le monde en parle, si on ne fait pas quelque chose, cette culture-là va nous échapper à une vitesse grand V. Et c'est là qu'on est presque 20 ans plus tard. C'est que les millénarios un petit peu plus âgés, tu sais, moi, mettons, je suis née en 90, mais ceux qui sont un peu plus âgés, ils partaient en appartement puis ils achetaient pas de télé, en fait. Non, C'est là que ça a commencé. ça a commencé. C'est qu'il n'y avait plus de télé, t'es pas intéressé, il allait au cinéma, le cinéma moderne, ou je sais pas quoi. Je là, me souviens que l'excentrice. René-Claude Brazeau avait bâti son audimat avec l'Internet. Elle a commencé vraiment Qui a écrit La Galère. Qui a écrit La Galère. Ouais. Elle a vraiment bâti son audimat. Ça, il faut lui donner parce que ça a été la force de ses codes d'écoute. Ça a Ouais, été elle d'aller tweetait, chercher... hein? Hein? Elle tweetait aussi. Oui, là, elle c'est- tweetait, elle faisait tous les temps, mais elle est allée les chercher un par un sur les réseaux sociaux. Et elle les a gagnés. Et- Ça y a pris du temps, mais elle les a eus. Si je peux me permettre, c'est le fun parce que cette série-là, je ne l'ai pas découverte à la télé, mais bien sur Netflix à un moment donné. Netflix l'a mise en ligne. Oui, et ben, c'est comme comme ça ils que je l'ai mettent écouté beaucoup de séries en des ce années moment, plus hein. tard. Comme Je me suis dit, c'est bien Fugueuse. bon, ça. Comment Bon. ça se fait que j'ai pas écouté ça à la télévision? Nicolas, qu'est-ce que vous avez pensé du documentaire de Mounir? Ben d'abord, c'est la personne idéale pour faire Ben ça. oui. Parce que Mounir, il faut le dire quand même, est un peu une anomalie parce qu'il l'explique dans le documentaire. C'est un peu une lettre d'amour aussi à la Oui. télévision. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il regrette dans l'étiolement et la destruction, en fait, de cet auditoire-là. C'est le pouvoir fédérateur de la télé. Le pouvoir de la télé de construire notre histoire, notre narratif collectif aussi. Notre identité, Et, oui. et l'identité québécoise aussi. Elle reposait beaucoup sur la télé. Et lui s'est construit là-dedans. Et je trouve que l'introduction aussi d'un personnage qui est celui de sa mère. Ah, fantastique. premièrement, on est tombé en amour avec votre Ben, mère. ben, ça, je mais- parlais tout à l'heure. là. mais Elle c'est est un belle, coup- cette femme-là. Ah oui. C'est un coup de Entre génie autres. parce que Mounir explique comment sa mère vraiment s'est intégrée à la société québécoise par le biais de la télévision. Et elle en parle avec, elle-même avec beaucoup de passion. Et justement, ça témoigne de l'importance dans notre tissu social d'avoir un lien comme ça culturel qui nous aide à nous parler. Et ça, il en parle, mais comme le disait Sophie, aussi, ce qui est intéressant, ce qui est novateur dans ce truc-là, c'est que normalement, on va tout de suite vers les jeunes et on blâme les jeunes. On dit, c'est vous qui vous désintéressez. De la culture Ah, québécoise. ben, On l'a beaucoup dit, Oui. ça. Alors, ce que Oui. Mounir va faire, c'est au contraire démonter tout ça et remettre le blâme là où il devrait Ouais, être, tout à fait. sur les épaules des dirigeants, des grands bons de la télévision Bon. qui, eux, n'ont pas vu. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Effectivement, il y a Sylvain Lafrance qui fait un mea culpa là-dedans. Il a longtemps dirigé les destinées de Radio-Canada, par exemple. Denis Dubois, qui a Oui. été un grand patron à Télé-Québec, Télé-Québec, à à VRAC TVA, TV, oui. à TVA. À Ils Québécois. font un peu leur mea culpa tous les deux. Cela dit, il y a peut-être un angle mort dans votre affaire. C'est-à-dire que oui, bien sûr, et on l'a tous constaté, on a abandonné une génération, au moins une génération, en leur proposant des Sinon choses moins deux, intéressantes, sinon ou non trois. 2 ou 3. Oui. Mais il y a l'arrivée des GAFAM aussi. Ben, Est-ce que ça, sans Instagram, sans YouTube, sans TikTok, les jeunes seraient restés devant la programmation? Vous faites je donne un exemple. Vous parlez à une jeune fille du Cégep Montmorency, vous leur demandez de faire un exercice, de créer l'émission qu'ils voudraient voir. Puis ils créent une émission qui peut ressembler à Hunger Games ou encore Lord of the Flies, des jeunes réunis qui doivent se faire compétition. Puis vous lui dites, ça existe, ça s'appelle les Chambres Rouges et c'est disponible à Télé-Québec. On n'en a aucune idée. Autrement dit, Mounir, est-ce que si... C'est pas les GAFAM aussi qui sont à blâmer pour la désertion Ouais, des c'est ça, jeunes c'était- face à la production québécoise? Ben, c'est parce que là, les gars, tu sais, c'était Rouge Forêt, le show qu'elle avait Oui, vu. Rouge Forêt, pardon. Ouais, puis J'ai dit c'est- les Cuisines Rouges, c'est le nom Non, d'un les film. Chambres Les Chambres Rouges. Rouges. Ouais, Les c'est Chambres autre chose. Rouges, Puis, je voulais complètement. juste faire la bonne plug. Excusez-moi. Oui, Mais- vous avez bien fait. Qu'est-ce qui arrive, c'est que juste cadrer ça comme les GAFAM, ça a été l'outil... C'est excitant, Instagram, là, mais c'est je excitant, sais, YouTube, là. Ça a été l'outil de langage qui a été utilisé. Puis moi, une Ouais. des affaires
qui m'a tout le temps... une de mes premières vidéos là-dessus, qui a un extrait, c'est une vidéo suite au discours de Guillaume Lepage au Gala Artiste en 2019, où est-ce qu'il y avait toute l'industrie culturelle devant lui, puis qui avait dit tous nous ici ensemble, on n'est pas en compétition, nos vrais ennemis, c'est Spotify, YouTube, Google, Amazon. On cadre ça vers des entités corporatives, puis je comprends, c'est la situation dans laquelle on est, mais moi, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'outre comment ça s'est développé corporativement, il y a eu une avancée technologique. L'Internet est arrivé de la même façon que l'imprimerie est arrivée, de la même façon. Existe depuis le début des années 90. Exact, c'est ça. Non, mais à grande échelle, la bande passante qui peut héberger des vidéos en continu, c'est ça que je veux dire. Puis, fait que ça, c'est une continuité historique technologique qui s'est passée. Puis comment l'infrastructure médiatique qui s'était développée dans les 40 dernières années, 50 dernières années avec la télé a réagi, c'est en voyant une compétition, quelque chose d'autre. Au lieu de voir un protectionnisme. Parce qu'il y avait tellement une grosse structure qui s'était développée qui était bénéfique pour le Québec, la télé du 20e siècle, peu importe. Elle a vraiment aidé à créer cette culture commune qui a mené à genre 2 référendums, mais ça a fait en sorte que quand l'Internet puis la bande passante qui a élargi, on en parle d'ailleurs avec Sylvain Lafrance dans le documentaire, au lieu de faire OK, ben c'est ça qui se passe maintenant, c'est la télé, l'Internet, c'est la même affaire, c'est comme non, on a créé ce gros modèle bureaucratique, corporatif qui fonctionne, on doit se protéger. Fait que là, on va décaler l'adaptation parce que tout fonctionne, il faut qu'on garde les affaires fonctionner, ça fonctionne, fait qu'on va pas genre changer de fond, on va pas voir ces autres plateformes-là comme un autre lieu de diffusion, comme ça rappelle à ce que je disais au début de l'entrevue, c'est que maintenant on existe dans une ère la plus médiatique qui a jamais existé. S'il y a un moment où est-ce qu'une industrie médiatique devrait fleurir, c'est au moment où est-ce que les gens interagissent avec des images constamment. Donc c'est ça que je pense que... Mais c'est aussi que l'infrastructure de subvention n'a pas bougé non plus. Donc eux allaient chercher l'argent où est-ce qu'elle pouvait être. On n'a pas fait le bon débat et à mon avis, c'est ça, ce que le documentaire et moi j'ai trouvé vos questions à Sylvain Lafrance et à Denis Dubois. La question sur Fugueuse, très pertinente, est extrêmement pertinente. Oui, où vous interrogez Denis Dubois, vous dites Fugueuse était comme un des premiers exemples de télé traditionnelle qui allait toucher à une culture plus jeune, plus urbaine, avec un vocabulaire différent, avec des codes qui venaient justement de cette culture-là, et ça a fonctionné. Et vous lui demandez, mais vous n'êtes pas posé la question après, mais qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Puis là, il marque une pause, littéralement, il est un peu interloqué, puis il doit reconnaître lui-même, puis c'est vrai, on l'a pas fait. On s'est pas demandé pourquoi ça fonctionnait. Il n'était pas en poste à ce moment-là, mais il l'a dit quand même, je ne crois pas qu'il l'ait fait. Puis en plus de ça, c'est que non seulement il y avait toute l'analyse à faire, mais il y avait une analyse encore plus profonde que ça, qui était celle du co-viewing, et qui et fait partie du tissu social de la télévision, parce que cette télévision-là, on l'a toujours regardée en famille, avant de la regarder individuellement. Mais là, on parle au passé. Je tiens à le dire, là, parce qu'il faut quand même conclure. On pourrait parler pendant des heures de ce documentaire qui est passionnant. Bravo. Vraiment bien fait. Vraiment, c'est une réussite. J'ai adoré le hot seat avec... la madame de Numéris. Oui. Comment vous avez fait pour avoir accès à Numéris? C'est une entreprise... On n'a pas accès à Numéris. C'est compliqué de leur parler dans les médias. Ça fait des années qu'on... Oui, en tout cas, vous faites un vrai hot seat et c'est très intéressant sur les codes d'écoute, tout ça. Mais la question, c'est qu'on parle au passé. Est-ce que c'est mort et enterré, là? Ben non, mais vous avez amené un très bon point. En parlant de Numéris, c'est un système qui est toujours en place, qui n'est pas vraiment contesté ou genre... Oui, il est contesté. Oui, il est contesté, mais je veux dire qu'il n'est pas revu en profondeur. Ben puis, Numéris a été très aimable de se prêter à cet exercice-là. Puis je pense que ça illustre bien peut-être... Non, je parle de mort et enterré, la culture québécoise. Ben non, c'est jamais mort. Mais non, la culture est sur TikTok, est sur Instagram, est sur YouTube, est partout autour de nous. C'est dans les mains des Américains et des conglomérats. Non, il y a un nouveau système québécois qui organise un gala très prochainement, si je ne me trompe pas. Mais et dont personne ne parle. Il faut arrêter de voir ces plateformes-là. Ces plateformes-là servent à pousser du contenu. Des nouveaux talents. Et nous, le contenu, on continue de le faire et il ne faut pas les voir comme l'ennemi direct. Je veux dire, c'est pas contenu contre contenu, là. C'est juste de où est-ce qu'on le diffuse. Il faudra juste faire attention à la propriété intellectuelle. Il y a la propriété intellectuelle, il y a le contrôle de nos propres productions. La propriété intellectuelle, vous ne pensez pas personne, mais c'est la gamme. Mais le fait de faire ça avec les médias, je veux dire, on a perdu des reportages. Faut cesser, on a des invités français qui sont là quand même. Bon, oui, ils sont là. Alors, on regarde ce documentaire sur YouTube. Après moi, le déluge. Bravo, Mounir Kadir. D'avoir été avec nous. Mounir Kadouri, j'ai magané votre nom tantôt. Vous m'excuserez. Il faut regarder votre documentaire. Merci aux gens qui nous écoutent à la télévision. Restez avec nous. On est de retour pour une 3e heure à la radio.